Bonjour à toutes et tous. Moi, ce que j'ai choisi de faire en 10 minutes, parce que c'est effectivement pas très long, c'est de vous parler de deux luttes, de deux jugements et d'un rapport, en ayant le souci, alors, de décrire un certain nombre de mécanismes, mais qui renvoient à ces exemples-là, mais surtout de dire aussi de donner des pistes sur ce qu'il est possible de faire et d'agir, de nous armer pour l'action. Donc, le premier exemple de lutte, il concerne les femmes, les travailleuses de l'hôtel Ibis, qui viennent de gagner, après 22 mois de lutte, sur la question des salaires, sur leurs revendications qui concernaient les salaires, sur la question des conditions de travail et notamment de l'intensité du travail. En revanche, une de leurs revendications importantes, qui était l'intégration au groupe Accor, puisque tel est le patron de l'hôtel en question, elles n'ont pas gagné, mais continuent la lutte. Cette lutte extrêmement importante, hein, puisqu'elle a duré, elle a eu cette durée-là, hein, je veux dire, avec des grèves, avec des occupations, des actions de soutien très importantes. Elle est particulièrement significative de la situation de femmes racisées, là, par ailleurs de femmes étrangères, j'y reviendrai, et dans un secteur professionnel où elles sont extrêmement importantes, en particulier, je dirais, en région parisienne. Autre élément qu'il faut souligner aussi, c'est que au démarrage de la lutte, il y a aussi un conflit lié à une agression sexuelle qu'a subie une des personnes qui est entrée en conflit, ce qui montre bien comment se noue sur les lieux de travail la question d'être femme, la question d'être une travailleuse dans un secteur particulièrement méprisé, exploité, etc. Et le fait d'être racisée, d'être étrangère. Le deuxième conflit dont je veux parler, c'est le conflit des sans-papiers de Chronopost à Alfortville, où après 7 mois de lutte et d'occupation, 72 personnes sans papier ont été régularisées et donc ont obtenu un permis de travail. Bon, je veux dire, c'est des choses qui sont à vérifier dans le temps, etc. Mais il y a des difficultés aujourd'hui pour leur renouvellement parce que c'est une régularisation qui a une validité d'un an. Ça fait partie des difficultés que connaissent toutes les personnes aujourd'hui qui sont, quand elles obtiennent des papiers. Leur revendication, c'était la question des papiers, mais c'était aussi de faire reconnaître en fait qu'ils travaillaient bien pour l'entreprise Chronopost, qui est une filiale de la Poste, et où ils étaient en fait en situation où l'entreprise, donc Chronopost, qui distribue des colis, qui trie des colis, etc., utilisait un volant de travailleurs sans papier en sous-traitance. Et dès qu'en fait ces personnes travaillaient plus longtemps qu'une durée donnée, en fait, ils risquaient de pouvoir demander leur régularisation, demander une situation meilleure, etc. Et donc, ces travailleurs étaient remplacés. Donc, il y avait l'utilisation en permanence d'un volant de sans-papier. Donc, 72 régularisations. Donc, ces deux conflits, ils ont été, alors, le premier soutenu par la CGT HPE, le deuxième par Solidaire Val-de-Marne et Sud PTT. Bon, avec un soutien associatif large autour, etc., sans lequel je pense que ni l'un ni l'autre n'aurait pu gagner. Mais par ailleurs, ces deux conflits, ils sont extrêmement significatifs de la situation d'exploitation que vivent des personnes en situation qui sont étrangères, des femmes, je l'ai dit, des personnes qui sont en situation irrégulière, mais qui, au-delà de leur propre situation, c'est aussi un reflet de la façon dont le monde du travail, dans le système capitaliste néolibéral qu'on connaît aujourd'hui, est structuré. Alors, avec là l'exemple d'une multinationale, hein, Accor, mais aussi Chronopost, une filiale de la Poste, c'est-à-dire y compris l'État organisant lui-même le travail de cette manière-là. Et cela a non seulement des conséquences
je veux dire, on a pris là l'exemple de personnes étrangères, de personnes sans papier, etc. Mais c'est aussi tout le monde du travail qui est structuré de cette manière-là. J'en veux pour preuve les chiffres donnés par l'INSEE en 2018 sur le secteur du nettoyage. 58% de femmes, 35% d'étrangers, étrangères, et 50% de personnes qui ont en fait plus de 2 emplois. Et dans cette manière d'organiser les choses, il y a évidemment un rapport à l'histoire coloniale de la France, puisque c'est des populations issues de cette histoire coloniale qui sont ici, mais ça a aussi des conséquences sur non seulement les personnes étrangères elles-mêmes en situation, mais les personnes étrangères devenues françaises, les enfants de ces personnes étrangères après, etc., puisqu'on retrouve des discriminations à l'embauche, etc. Je vois que ça file. Je passe à la question des 2 jugements que je voulais citer. Un jugement qui a eu lieu suite à un conflit dans le secteur du bâtiment, conflit qui a été soutenu là aussi par la CGT, qui concernait 25 travailleurs du bâtiment en situation irrégulière, conflit qui a eu lieu après un accident du travail, où les prud'hommes ont condamné l'entreprise pour discrimination raciale systémique en raison de l'origine et de la nationalité, et pour un système d'organisation et d'hiérarchisation, une discrimination des tâches qui faisait que l'origine et la nationalité des personnes étaient prises en compte pour organiser le travail et pas les compétences des personnes. Donc, on a quasiment tout dans ce jugement. Alors, il concerne le bâtiment, mais il y a d'autres secteurs qui sont comme cela, même si celui-là est particulièrement caricatural et a été documenté par ailleurs dans un livre de Nicolas Junin qui s'appelle « Chantier interdit au public ». Bien, mais un jugement au prud'homme et avec des termes très précis. Je donnerai des références si ça intéresse par ailleurs. Cette discrimination, elle a évidemment des conséquences sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les retraites. Le secteur du bâtiment étant par ailleurs un secteur particulièrement soumis aux accidents du travail. 56 accidents du travail pour 1000 salariés, c'est les chiffres de 2018. Alors que dans l'ensemble du monde professionnel, c'est 34 accidents pour 1000 salariés. Et ça veut dire aussi, toujours les chiffres de l'INSEE, que toute personne qui travaille dans ce secteur-là est confrontée en moyenne à 2,5 accidents du travail par an. Excusez-moi, sur la carrière. Donc, ce jugement-là, discrimination raciale systémique, mise en évidence. Autre jugement qui a concerné récemment la réintégration, qui a permis la réintégration d'un salarié de la RATP, licencié sans respect de la procédure du Code du travail. En fait, cette personne avait été licenciée pour radicalisation, sans passer par les procédures normales, suite à une dénonciation anonyme qui avait été faite sur le mécanisme mis en place par le ministère de l'Intérieur qui permet de dénoncer en fait la radicalisation sur les personnes, etc., en sachant par ailleurs que la façon dont ça s'était passé, c'était venu après un incident où lui-même avait mis en cause un collègue en fait, sur des propos racistes, etc. Donc, il a été conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la RATP est obligée de réintégrer cette personne. J'insiste sur ce point puisque la question de l'islamophobie, du renforcement d'un certain nombre de dispositifs dans les lois antiterroristes, etc., a des conséquences très régulière sur la question du travail, sur des interdits professionnels. Je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Et je veux signaler sur un autre problème qui touche la question des musulmans, des musulmanes en particulier, que le collectif contre l'islamophobie en Europe vient de sortir une très bonne vidéo sur la question du droit du travail et du voile. Le dernier point que je cite très rapidement,
c'est le rapport, j'avais dit 2 luttes, 2 jugements, un rapport, c'est le rapport du défenseur des droits sur les discriminations liées à l'origine. C'est un rapport qui date de 2021, donc qui est très récent. Le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante et il vient de faire un rapport qui est extrêmement critique, je veux dire très très virulent par rapport aux politiques gouvernementales et celles du gouvernement actuel sur la lutte contre les discriminations liées à l'origine. Et il fait la recommandation suivante. Il y a plein de choses dans ce rapport par ailleurs, mais en tout cas, il fait la recommandation suivante, qui est de dire qu'il faudrait que les entreprises publient des indicateurs non financiers et des statistiques pour les utiliser pour lutter contre les discriminations liées à l'origine, mesurer les risques de discrimination et lutter contre ces discriminations. Ce qui veut dire que le débat qui fait que on dénie toute légitimité à avoir des outils statistiques pour traiter de la question du racisme en général et du racisme au travail est en train d'avancer et que y compris quand on a, je veux dire, une autorité telle que le défenseur des droits qui écrit des choses comme ça veut dire que c'est aussi des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, je vais en arrêter là. Là, en conclusion, simplement, on est dans une situation qui est extrêmement difficile, où on subit des attaques diverses et variées. Je veux dire, Omar en a cité, Nassira aussi, etc. Bon, il y a des nouvelles lois, il y a des attaques contre des syndicats, etc. En même temps, le fait qu'il y ait tout ça, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui avancent. Il y a ces luttes qui avancent, on arrive à obtenir des choses en justice, il y a le défenseur des droits qui sort des choses extrêmement utiles sur lesquelles on peut s'appuyer. Ça veut dire que en ayant recours aux associations, en ayant recours aux syndicats, en s'appuyant sur les travaux intellectuels, en ayant recours aux défenseurs des droits, on est véritablement en mesure de progresser sur les questions du racisme au travail. Donc, je vais mettre dans le chat les références que j'ai utilisées si ça intéresse les personnes. Voilà.